Réparer Mayotte, sur les chantiers de la reconstruction. Le 14 décembre 2024, l'ouragan Chido dévaste l'île de Mayotte, causant d'importants dégâts humains et matériels. Au lendemain de l'événement, la France est sous le choc et les images circulent sur tous les médias. Bidonvilles soufflés, toitures arrachées, familles hébergées dans des écoles, forêts entières au sol. Il faut désormais réparer l'île, corriger les problèmes structurels générés par une croissance trop rapide et par la même occasion la rendre plus résiliente. 2 mois après la catastrophe, je me rends sur place pour donner la parole à celles et ceux qui y font la ville au quotidien et tirer des enseignements des crises que connaît l'île. Au cours de cette série de podcasts, je rencontre différents acteurs mahorais ou hexagonaux pour nous aider à identifier les enjeux et leviers d'action d'une vraie reconstruction. Je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Et bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public n'a peut-être voulu voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Julien Belair, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors effectivement, je m'appelle Julien Belair, je suis architecte, j'ai 46 ans. Je suis gérant d'une agence d'archi qui est basée ici à Mayotte depuis 6 ans, qui s'appelle Julien Belair Architecte, avec 3 employés. Et j'ai un employé en Seine-Saint-Denis encore, d'où je viens avant. Et dans mon parcours, j'ai fait beaucoup de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, dans le sens où j'ai monté des tiers-lieux, j'ai fait de l'habitat participatif, et cetera. Et j'ai notamment monté un lieu un peu emblématique en Seine-Saint-Denis qui s'appelle le 6B, dont j'ai été fondateur et président, pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Je suis à Mayotte depuis 6 ans. J'ai donc mon agence d'archi qui travaille uniquement sur le territoire mahorais et quasi que sur, des équipements recevant du public, donc pour des collectivités, sur la question du commun, du où se rencontrer, du bien commun, de quels sont les endroits, où se retrouver, ici à Mayotte. Heu, je fais aussi un peu de privé. J'ai une dynamique, et on va dire, un principe assez, écologique, participatif, ancré sur le territoire. Et j'ai donc, monté une asso ici avec, Sylvia Fray et d'autres, qui s'appelle Nicolidago, qu'on avait monté au départ parce que je suis aussi enseignant en école d'architecture à Paris-La-Villette, en master 2, et que je fais travailler tous les ans une promo qui donc fait son projet de fin d'études sur Mayotte. Donc j'ai entre 20 et 35 étudiants tous les ans qui vont venir ici. Et au départ, j'avais monté cet asso pour financer, les voyages des étudiants et aussi garantir, un lien avec, les acteurs du territoire. L'idée étant que, les étudiants et la matière grise qui est produite puissent servir sur le territoire. Parce qu'ici à Mayotte, comme tu as pu le voir, on est bien souvent dans le guidon et dans l'urgence, on a du mal un peu à prendre du recul et à être prospectif. Et du coup, ce travail avec les étudiants, c'est l'occasion, sur plein de programmes différents et territoires différents de l'île, de réfléchir avec les communes, avec les associations, avec des habitants sur que peut être Mayotte demain. Ouais, on essaie d'être, plutôt prospectif. Alors on va prendre tout ça, on va justement profiter de ce moment-là pour essayer de poser tout ça. Heu,
ça va sans doute être une espèce de coupe en travers entre ta pratique d'architecte, le boulot de l'agence, et puis les investissements au travers de l'association et quelque part, peu importe. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse échanger aussi sur une pratique, assez singulière, je trouve, de l'architecture et pas que sur la question des modes constructifs. Il y a ça et puis la question de l'application des gens sur place. Enfin, en tout cas, j'ai la sensation d'une architecture, au service d'eux, hein. Ouais, je travaille beaucoup sur la question de l'impact. Tu vois, je considère que construire un projet, c'est construire une société, c'est se construire, c'est se faire ensemble. Et du coup, je me pose beaucoup la question des différents types d'impact que va pouvoir avoir un projet d'architecture, que ce soit un impact dans le paysage, que ce soit un impact dans le futur fonctionnement du lieu et donc dans l'utilisation des énergies, donc la question de la bioclimatique et d'utiliser des matériaux qui sont adaptés au climat ici et qui vont pas nécessiter trop d'énergie pour avoir du confort. Donc l'impact sur les habitants, l'impact sur le quartier, la question des communs, des équipements recevant du public, voilà, de où se retrouver, de où il y a culture aussi et la question de l'impact économique. C'est-à-dire que, à Mayotte, quasi tous les matériaux sont importés pour construire. Ils créent donc des économies extra-territoire et je considère qu'ici, il faut créer de l'emploi et donc la question des matériaux locaux, comme on peut dire, donc biosourcés, géosourcés, voire transformés ici avec de la semi-industrialisation, pour moi est essentielle. Il faut absolument qu'on arrête de se dire que les gens, ils peuvent pas payer le loyer parce qu'ils sont pauvres et se dire qu'il faut leur donner du boulot pour que derrière, ils puissent payer du loyer. Tu vois, il y a cette tendance toujours à tirer vers le bas. C'est le cas de Totem, par exemple, où quand ils lancent ce concours, ils disent: «On va faire des logements moins chers, mieux, adaptés à la culture locale». Bon, adapté à la culture locale, franchement, un logement, c'est un logement. Je veux dire, tout le monde a envie d'avoir une chambre, un espace commun, une salle de bain, une cuisine. Est-ce que la cuisine est ouverte ou pas? Est-ce que le balcon est plus grand ou pas? Ça, j'ai envie de dire OK. que c'est Ouais, anecdotique. ouais, bon, c'est Donc, fait. Totem, tu vois, on nous dit: «Il faut construire moins cher». Alors peut-être on reprend. Totem, là tu lances, tu pars vite. Heu, Totem, tu nous dis ce que c'est? Totem, en fait, c'est un concours qui est lancé par l'État pour, expérimenter de nouvelles typologies de logements qui seront financés à 100 dans le cadre d'un nouveau dispositif qui est lancé, qui s'appelle le LLTSA, logement locatif très social adapté. Financé à 100 par l'État, donc bien, mais limité à 90 000 € pour un T3. Et moi, direct, quand j'ai répondu au concours et donc j'ai été lauréat, j'ai dit: «Je ne sais pas faire un logement à 90 000 €. Je veux dire un T3, ça coûte plus cher. La CIM les sort 2 voire 3 fois plus cher. Je vois pas comment on va faire 2 ou 3 fois moins cher en faisant tout aussi bien». Donc moi, je me travaille pour faire mieux, dans les mêmes prix et avec une économie qui, si possible, alimente le Voilà, tissu économique il y a la local. question de la pertinence du matériau sur les entrées écologiques, mais en fonction du matériau et du processus même de construction, bah, ça a un caractère redistributif ou pas, quoi. Est-ce Mmh. que ça distribue de la valeur ajoutée, donc de l'emploi sur le territoire, ou est-ce Exactement que et c'est ça crée des redistributif? dynamiques, ça met en place des filières. Comme c'est un projet un peu expérimental, donc moi sur Totem et donc j'ai été lauréat avec le même projet de Totem, un toit pour tous en outre-mer et aussi de Engager pour la qualité du logement de demain, qui est un programme plus national où il y a peu de projets qui ont été lauréats, dans les DOM-TOM et donc ces deux entrées, moi, m'ont permis d'avoir un peu plus de sous. En fait, il y a eu des subventions en ingénierie pour me permettre de chercher plus. Ouais. Et donc sur le projet qui s'appelle Davoudago, qui est un projet de 17 logements, dont le maître d'ouvrage est les femmes, ce qui était intéressant aussi avec ce concours, c'est qu'il demandait que tu aies, on va dire, la totale, c'est-à-dire tu as la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et si possible les entreprises. Moi, j'ai pas répondu avec les entreprises, parce que j'étais pas au moment où je pouvais m'engager avec des Mmh. entreprises et je considère que dans un projet d'architecture, il faut d'abord travailler maître d'œuvre, maître d'ouvrage, développer le projet et ensuite consulter On va les chercher les entreprises. bons, C'est bien sûr. le très classique et quand tu le fais à «l'envers» entre guillemets, ce qu'on appelle notamment des marchés de conception-réalisation, tu te fais toujours avoir par l'entreprise puisqu'elle est là depuis au début et à la fin, tu as des prix que tu n'arrives pas à maîtriser. Bon, ceci étant dit, j'étais avec les femmes.
les femmes avaient comme position que même si on n'était pas lauréat de Totem, on ferait le projet. Donc c'est un projet qu'on avait envie de faire et ensuite on l'a envoyé à droite gauche pour qu'il soit reconnu et Ouais. on puisse avoir de l'aide. Et avec les femmes, Victor Piola à l'époque, qui maintenant est plus là, Yves Michel Donard, qui est, je crois, toujours le directeur, ils m'ont demandé vraiment d'essayer de pousser cette question d'utilisation des ressources locales et donc de mettre en œuvre du bambou et de la terre. Donc, on va avoir, dans le projet qui est aujourd'hui en chantier, on va avoir toute la charpente qui est conçue et qui sera réalisée en bambou, que pour ce faire, j'ai dû calculé par un bureau d'études qui est en Indonésie, le seul bureau d'études qui me calcule une structure bambou pour les cyclones, pour le sismique, et cetera. Il est en Indonésie, donc et c'est grâce à l'argent de Totem que j'ai pu payer ce bureau d'études, heu et faire plier, enfin convaincre le bureau de contrôle, parce que c'est une opération de logement collectif, donc j'ai un bureau de contrôle. Donc structure en bambou pour la charpente et ensuite j'ai toute une partie des murs, notamment les murs de refend qui est en torchis. Le torchis, donc c'est un mélange de terre argileuse avec de la fibre, qui est une technique, éminemment, traditionnelle, qui est facile à mettre en œuvre avec la terre du site. Il faut chaque fois un peu étudier la composition de la terre pour bien mélanger quelles fibres et cetera et donc l'idée, est de valoriser la terre et le bambou, qui sont 2 ressources qui sont ultra présentes sur Mayotte et complètement non utilisées. Le bambou, c'est considéré comme une herbe qui va, être mangée par des xylophages dans les 3 mois, alors que, la NASA va en utiliser, dans des cockpits de fusées. Donc en fait, ce que j'essaie de raconter, c'est que c'est des matériaux du passé à Mayotte, c'est vrai. Les grands-mères habitaient dans des maisons en bambou et en terre, mais c'est aussi un matériau du futur. Et donc c'est pareil pour la terre, donc il y a tout un enjeu culturel Un enjeu. d'arriver à transformer et à dire: «Mais en fait, si on met mieux en œuvre le bambou». Donc moi, j'ai fait aussi un projet là, malheureusement, il s'est envolé avec le cyclone, ce qui n'était pas fini, qui est l'ancien tribunal de Mamoudzou. Alors je veux bien qu'on on va en Ouais, parler, on en parlera on après. va en parler après parce que ça m'intéressait, au-delà des questions de cyclone aussi en Ouais et de la termes de question programme. du produit bambou qui, à cet endroit-là, j'ai fait tous les assemblages métalliques galvanisés à chaud que j'ai préparés en métropole. Donc j'ai étudié le truc en Indonésie, j'ai préfabriqué mes assemblages en métropole et parce que là, sur ce projet-là, la CADEMA, mon maître d'ouvrage, voulait pas que j'utilise du bambou de Mayotte, j'ai utilisé du bambou de Madagascar. Donc j'ai aussi pour moi, il y a un gros enjeu qui est d'arriver à travailler avec la région. Arrêtons de travailler uniquement avec la France et l'Europe, qui va te ramener du bois, des forêts d'Europe de l'Est, qui va être traité en France et renvoyé ici, alors qu'à côté d'ici, il y a énormément de forêts, de ressources. Alors on revient restons là-dessus, hein, sur cette question de matériaux, mais on va essayer d'être clair pour les auditeurs. Construire à Mayotte, c'est pose la question d'où viennent les matériaux, d'où viennent Ouais, aussi les parce que savoir-faire et cetera. petite île, pas beaucoup d'industrie, Des ressources locales relativement limitées, on n'a pas de bois d'œuvre ou très peu. très peu, les forêts sont pas gérées, il y a pas de gestion forestière, donc on n'encourage pas l'utilisation des bois Voilà, locaux. et les essences locales peuvent être utilisées pour un certain nombre d'usages dans le bâtiment, mais plutôt pour du bardage et cetera, pas de la structure. Si on voulait utiliser du bois d'œuvre avec la forêt de Mayotte, il faudrait faire comme en France, c'est-à-dire planter les essences qu'on veut et faire une forêt qui se régénère. Donc en tout cas, là, maintenant, c'est pas le C'est pas le cas. cas. À voir pour la suite, mais en tout cas, c'est pas dans l'immédiat. Par contre, on a cette ressource qui est là, qui est le bambou. On a la terre aussi qui est présente avec en effet, un habitat, alors on va dire traditionnel, mais qui marque aussi l'esprit de chacun, notamment quand on veut évoluer, quand on veut avancer, quand on veut se développer, qui est un habitat sur base de treillis de bambou, chargé en fait avec de la terre. Ouais, de torchis, un latis de bambou. Voilà. En fait, c'est de l'avocat marron, c'est des bouts de bois verticaux, pardon, tous les 25 centimètres et ensuite des bambous fendus en horizontal, ce qui fait un latis et après là-dessus, tu mets un mélange de terre et de fibres. Donc on est sur un habitat qui certes est traditionnel, mais en plus qui nécessite un entretien régulier, permanent, et cetera. Mais en tout cas, il y a une question d'image, donc on a une question culturelle derrière, en termes d'acceptabilité de ces 2 matériaux. Et je veux bien que tu nous parles du bambou dans l'architecture, y compris dans la construction publique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu nous parlais des bureaux d'études, mais aussi la normalisation. Et puis, dans l'aire régionale, c'est-à-dire on a un bambou à Mayotte qui est pas tout à fait le même que celui qu'on peut trouver à Madagascar. Voilà. Ça veut dire quoi
construire en bambou. Et quand je dis construire en bambou, c'est pas des bâtiments temporaires sur l'espace public ou autre, de Ouais, la c'est du construction dure et pérenne, pérenne. assuré par les Voilà. entreprises, validé par les bureaux de contrôle et qui tient très longtemps. Comment on arrive, puisque le chantier a commencé là sur l'opération de la femme, sur ces 17 logements, c'est quoi le chemin, j'allais dire le chemin du combattant, pour y arriver? Alors déjà, le bambou à Mayotte, il est considéré comme une espèce invasive. Donc au départ, la DAF interdit d'importer du bambou de peur que, ça va encore plus envahir, le territoire naturel. Il y a 5, 6 ans, c'était invasif, on peut rien en faire. On va vers la DAF, on dit: «Mais il est invasif, si ça vous fait plaisir, si on le coupe». Ils ont dit: «Ouais, c'est vrai, vous avez raison, si vous le coupez, ça peut nous arranger». Et l'année dernière, j'ai réussi à avoir, une validation, de la DAF nationale et donc des douanes, de pouvoir quand même importer du bambou, à condition qu'il soit sec, traité et que, la DAF est là quand tu ouvres le container. D'accord, Voilà. donc on était Donc déjà ça a sur un peu avancé. une question légale sur, ne serait-ce que Ouais, l'importation. est-ce qu'on peut ramener du bambou? Ouais, Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ramener du bambou? Parce que le bambou est pas un matériau de construction en France. C'est une herbe, c'est pas du bois et du coup, il rentre pas dans tout le cadre de la filière bois et construction de bois. Il est en dehors. Il y a aucune règle, il y a aucune règle pro, il y a aucun DTU qui existe sur le bambou. Il y a que la Colombie qui a légiféré au niveau national pour, mettre en place des règles qui permettent de construire en bambou dans les règles de l'art et après il y a d'autres pays comme, l'Indonésie, Bali notamment, ou l'Asie du Sud, le Vietnam, la Thaïlande, qui mettent en œuvre du bambou de manière assez sérieuse, même dans des grands hôtels et cetera, même s'ils ont pas les règles constructives. Mais là-bas, ils ont un savoir-faire très fort. ouais. Ils ont des artisans qui connaissent depuis la nuit des temps et qui ont jamais arrêté. La difficulté à Mayotte, c'est qu'on a arrêté et du coup, on n'a pas fait évoluer les techniques. Les vieilles constructions, elles étaient, comme tu l'évoquais tout à l'heure, à refaire tous les 3 ans, le toit en chaume, le bambou, parce qu'on enfonçait les bambous dans la terre. En fait, que ce soit le bambou ou la terre, il faut des bonnes bottes et un bon chapeau. C'est des matériaux qui ne peuvent pas trop être en lien avec l'eau et avec le soleil. Donc ça impose de les mettre en œuvre dans certaines conditions, dans l'architecture, en les protégeant pour qu'ils puissent être pérennes. Ça impose aussi de travailler le matériau. Par exemple, le bambou, il faut le couper à lune descendante, parce que la sève, elle est redescendue. Il faut couper des perches qui ont au moins 3 ans, et une fois que c'est coupé, il faut le faire sécher correctement. Il faut le traiter. Il y a pas de secret. Le bambou à Mayotte, il faut le traiter parce qu'on a trop d'insectes qui aiment les sucres qui sont présents dans le bambou. Donc là, il y a plusieurs façons de le traiter. J'y reviendrai juste Ouais, après très et bien. il faut bien le mettre en œuvre. Et si tu as toute la chaîne de ça, c'est un matériau, génial. Mais si tu foires juste un des échelons et ben, ton truc, il va être mangé ou il va être pourri et du coup, tu fais contre-exemple. Aujourd'hui, à Mayotte, il y a quelques projets qui mettent en œuvre du bambou. C'est hyper important qu'on y arrive et qu'on fasse preuve pour un peu casser les préjugés de la population locale, comme quoi le bambou, c'est un matériau du pauvre, c'est un matériau qui tient pas et qu'il vaut mieux ramener des produits manufacturés en Chine, qui sont, standardisés plutôt qu'utiliser les ressources locales. Préjugés de la population, mais aussi de la filière de construction. Enfin, aujourd'hui, c'est, un matériau sur lequel, tu le disais, hein, on n'a pas les normes en France, mais globalement, il est peu normalisé, très peu normalisé et on n'a pas non plus les savoir-faire ou en tout cas, ils sont pas mis en avant ou ils Et sont donc peu pas les valorisés, quoi. assurances pour les entreprises. Et donc sur une chaîne de valeur qui est très attentive à cette question-là des normes et derrière des assurances pour cadrer la responsabilité de C'est chacun, compliqué. c'est compliqué. Par contre, on a des maîtres d'ouvrage, c'est le cas de l'EPFAM, c'est le cas de l'Académia sur un autre projet, qui veulent bien y aller. On a des maîtres d'œuvre, c'est mon cas et c'est le cas d'autres maîtres d'œuvre qui veulent bien aller. Il faut savoir que moi, maître d'œuvre, archi, je suis couvert pour ce qu'on appelle des techniques non conventionnelles. Moi, en fait, mon assurance pro, elle me couvre. Moi, je peux expérimenter, je peux essayer. À moi de faire, le travail pour que ça fonctionne. Mais moi, je peux faire. Donc moi, j'ai pas de problème d'assurance. La maîtrise d'ouvrage peut en avoir quand le bureau de contrôle valide, fait pas un rapport initial, un RICT. S'il y a des avis défavorables, ça va rendre difficile l'obtention d'assurance dommage ouvrage à la maîtrise d'ouvrage. Mais moi, j'arrive à avoir un rapport propre. Sur Dago, j'ai un super RICT du bureau de contrôle parce que, comme j'évoquais,
je vais chercher un bureau d'études hyper spécialisé en Indonésie, je partage des notes de calcul, je trouve aussi des réglementations internationales qui définissent la qualité du bambou en disant il faut que diamètre intérieur sur diamètre extérieur, ça fait 0,8, il faut qu'il soit séché, coupé correctement, et cetera, ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure. Et du coup, on arrive quand même à convaincre le bureau de contrôle et à déclencher tout. Et l'entreprise, la difficulté, c'est quelle entreprise va construire en bambou? Voilà, les entreprises françaises. Le plus simple, c'est les entreprises de bois. Mais c'est quand même pas du tout pareil, quoi, parce que le bambou, il est creux, donc ça demande vraiment une ingénierie, notamment en termes d'assemblage. Tout le sujet dans le bambou, c'est les assemblages. Parce que la perche, elle est hyper dure, elle résiste hyper bien en traction, en cisaillement, et cetera. Et c'est comment tu assembles. Et donc, sur l'enjeu des assemblages, les meilleurs, c'est quand même, les gens, de la construction bois, mais ils osent pas forcément y aller. Voilà, parce que ça leur demande quand même beaucoup plus de travail pour, mettre en œuvre des assemblages en phase d'exécution qui vont, tenir la route. Donc ça veut dire qu'on a un enjeu culturel. L'idée pour moi, c'est de paver le Ouais, il chemin y a un et enjeu et de se culturel dire où sont les qui est levable parce qu'il y a toujours des gens éclairés qui disent: «Allez, on veut y aller, si c'est bien, c'est super». mais un enjeu technique qu'il faut traiter très tôt en amont, y compris pour avoir les bonnes personnes autour de table. Tu le disais, le bureau de contrôle, sans doute faut-il avoir le bon, mais s'appuyer sur le bon bureau d'études, aller chercher la norme et cetera. Ça veut dire aussi que le métier de l'architecte, là-dessus, nécessite qu'il se plonge, qu'il s'immerge de façon massive quelque part dans l'ensemble de la Dans chaîne toutes de les valeur. filières, quoi, Ouais. ouais, dans toute la filière. Moi, j'ai dû apprendre comment on coupe, comment on traite, et cetera, pour, partager et pour vérifier que ceux qui vont faire le fassent bien. Parce qu'il y a aussi l'aval, c'est-à-dire les entreprises, les savoir-faire, la mise en œuvre et cetera. Avec cet enjeu, hein, tu le disais, bah, là, il y a en effet, il y a à la fois des matériaux, il y a des enjeux, locaux, d'avoir des modes redistributifs et cetera. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut pas faire une expérimentation, il faut faire un bon exemple. Bah oui, faut faire les 2 en fait. Faut expérimenter en faisant bien. Pel Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que si on fait 3 projets en bambou qui foirent, c'est fini pour 20 Ouais, ans, quoi. ouais. Tu vois? Donc il y a un vrai enjeu ici et c'est pour ça, moi, j'ai pas eu de souci à aller chercher du bambou à Mada, où là-bas, j'avais une entreprise parce que c'est beaucoup de boulot quand même, faut le dire et que la main-d'œuvre est chère. La main-d'œuvre à Mayotte, elle est chère. La main-d'œuvre à Mada, elle est vraiment pas chère. Là, à Madagascar, il y a beaucoup de main-d'œuvre, donc tu arrives à transformer des produits, naturels bruts plus facilement en restant dans une économie raisonnable. Et il y a des savoir-faire qui ont été, maintenus ou développés sur le bambou, à Madar? Au-delà de la ressource? Un petit peu dans certaines régions, Ouais. mais toujours aussi avec une dynamique. Là, par exemple, où j'ai acheté, le bambou, pour l'ancien tribunal, il y a 1 an et demi, c'était aussi des entrepreneurs français qui ont repris une entreprise locale et qui ont remis une dynamique qui permet d'aller à l'export. Tu vois, si tu construis en local, à Mada, dans certaines régions, ça se fait beaucoup, on utilise le bambou. Mais si tu veux avoir un produit qui a quelques garanties et que tu arrives à, tu vois, à quantifier et à qualifier correctement pour faire de l'export, c'est un peu ça l'enjeu. Et c'est le cas aussi en Indonésie. Voilà, ils y arrivent quand même. Il y a des entreprises qui construisent beaucoup et qui sont capables aussi d'exporter, mais c'est pas évident. Après, sur les essences, toutes les essences sont différentes. L'essence de Mayotte, qui est la prépondérante, c'est le Bambusa vulgaris. Après, il y a une deuxième espèce qui est le Giganteus, mais qui est protégé. Donc, on ne peut pas trop utiliser le Giganteus, surtout qu'il y en a pas beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'arriver à utiliser le vulgaris. Et à Mada, j'ai trouvé des espèces qui ont des caractéristiques proches du vulgaris. Donc, c'est celle-là que j'ai utilisée. C'est des chaumes de 10-12 centimètres de diamètre qui poussent très vite, qui ont un bilan carbone, exceptionnel. Ça pousse vite, ça capte du carbone et c'est dur. Donc, moi, l'idée, c'est d'essayer petit à petit de se rapprocher du Bambusa vulgaris, qui a quand même été très étudié à travers le monde et notamment en Inde aussi. Alors, il y a aussi un sujet, c'est, le monde entre guillemets «francophone» et le monde Oui. anglo-saxon, tu vois? Déjà, les univers normatifs, ils sont ailleurs.
on compte pas pareil, on classe pas pareil les bois. Et du coup, par exemple, en Afrique du Sud ou en Inde, ils travaillent vachement ces matériaux. Mais on arrive difficilement à se Ah, ouais. rapprocher d'eux parce qu'en fait, ils sont C'est pas sur un qu'une autre question de modèle. traduction de langue, Non, c'est une c'est culture pas les mêmes. constructive. Ils comptent en pouces, ils ont pas les mêmes qualificatifs pour définir, la dureté, les résistances et du coup, il y a tout un enjeu éventuellement pour traduire entre ces mondes. Donc là, je parle de mondes entre guillemets, développés, tu vois? Qui ont développé leurs normes. Déjà, dans des mondes qui ont développé leurs normes, on a du mal à faire le tran le la transversalité, la traduction et avec les mondes qui ont pas vraiment de normes comme Mada, comme l'Indonésie, comme le Mozambique et cetera, c'est encore plus compliqué. Mais si tu as un bon bureau d'études, tu y arrives. Et donc là, on a un chantier en cours, hein, pour les femmes. Heu, Ça veut dire que, bah, toutes les haies là de cette course, c'est à la fois une course de haies et un marathon, quoi. Ouais, on a réussi à lever tous les obstacles pour arriver à mettre en œuvre du bambou sur du logement collectif avec un maître d'ouvrage public. Voilà, et donc avec tout le cadre technique qui a permis de sécuriser un cadre assurantiel aussi. Exactement. Donc c'est possible, Ouais, c'est possible. C'est juste du boulot. hein, et on passe par, au niveau normatif, on passe par, des ATEX, des trucs, Non, je fais c'est pas quel, d'ATEX, je prouve à mon bureau de contrôle, je prouve à mon bureau de contrôle et après aussi, je ferai je fais preuve d'agilité. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai ma structure principale de mon bâtiment qui est en béton. ouais, Voilà. Au début, je voulais faire des planchers avec du bambou coulé dans les dalles et cetera. Je l'ai lâché. Je voulais faire des façades en ossature bambou. Je l'ai lâché, tu vois? Donc j'ai des poteaux de 30 par 30 en béton ferraillé bien connu. qui tiennent mes dalles et donc là, je tiens. Je tiens au sismique, je tiens ma structure principale au cyclone. Ensuite, le torchis. Pareil, la terre, elle est pas normalisée en France, c'est un truc de dingue. Mmh, Ça fait des siècles et des siècles qu'on construit en terre. Tu as le droit de refaire des monuments historiques en terre, mais tu as pas le droit donc construire. de construire. En tout cas, si tu le fais, à chaque fois, tu te fades, le même process que je me fade, c'est-à-dire de prouver à tout le monde que c'est possible. Et donc là, je fais du remplissage torchis dans mon ossature béton. Donc le bureau de contrôle m'a dit: «OK». Je mets mes murs en torchis là où j'ai pas de contrainte coup-de-feu, parce que sinon je devrais prouver que mon mur en torchis fait coup-de-feu. Donc en fait, le mur en torchis, je pourrais prouver qu'il est coupe-feu parce qu'il l'est, mais ça, c'est des tests en labo qui coûtent cher. Et puis il y a pas besoin, donc autant contourner le Ben moi, problème. je contourne le Ouais, ouais. problème et c'est pareil, ma charpente en bambou, elle est assise sur un chaînage béton et du coup, j'arrive à faire passer le truc. Voilà, donc sur le coupe-feu, sur la stabilité, au sismique, au cyclonique, sur le vis-à-vis des tiers, du logement voisin, tout ça, il faut que tu règles chaque problème pour que ton matériau soit pas au cœur de la problématique Ouais, et que tu arrives à le mettre en œuvre, en ayant résolu, les problèmes d'une autre manière. et ça reste, quoi qu'il en soit, des volumes significatifs puisque, bah, Ouais, quand on a que la carrément. structure béton, on n'est pas sur des volumes massifs, et de Je sais toute pas, je dois avoir façon, 10 000 chaumes de bambou. Enfin, ouais, tu vois, j'ai du gros volume. En fait, l'ossature de mes murs en torchis, je la fais entièrement en bambou. J'utilise pas de bois, comme ça se faisait traditionnellement ici. Je suis 100 bambou et après j'ai toutes mes charpentes, tu vois? Ça fait beaucoup de bambou. ça en est où là? On est, à la moitié des fondations. D'accord, donc Heu, on a quoi? On a encore, 12-18 mois ouais, avant de livrer. avant de Et on veut livrer, que de ça aille voir, vite parce qu'en fait, c'est un projet un peu particulier aussi dans sa situation. Parce qu'il y a Doujani, à l'arrière du village, au milieu d'un bidonville, qui fait l'objet d'une ZAC, qui va être complètement transformée. Et donc, ils vont faire de la ville un peu plus classique, à la place de cette ville spontanée. Et c'est ce qu'on appelle une opération de logement tiroir. C'est-à-dire que c'est une première opération pour pouvoir déloger des gens, les loger là, en attendant de faire des logements et les reloger. ouais, c'est vraiment, la brique clé dans le projet, c'est-à-dire qu'à un Ouais, moment, en l'absence de capacité à mettre des gens dans le logement social, par défaut, hein, ouais, exactement. c'est ce qui permet d'avancer, en fait. Et du coup, là, ça fait appel à un autre grand précepte pour moi. C'est que, c'est comme disait Yona Friedman: «La nécessité est la mère de l'innovation».
Moi, je crois pas que l'innovation, elle se fait, dans les centres-villes, en faisant des expos et des machins de gens éclairés, qui travaillent en labo. Moi, je crois que le principe de l'innovation, c'est de répondre à des problématiques dans des situations de nécessité. Et en fait, quand il y a nécessité, on est obligé d'inventer, on est obligé de faire, on est obligé de trouver. Et c'est le cas sur Dawood où il y a nécessité de loger, il y a nécessité de créer de l'économie locale, d'ancrer le projet, qui soit pas vu comme un ovni qui arrive de l'autre bout du monde, et cetera. Et du coup, toutes ces nécessités vont créer un contexte qui nous permet d'innover et de mettre en œuvre des techniques que moi je considère un peu plus justes que juste plaquer des modèles modernes à ce territoire aspire à la modernité, mais qui est aveugle parce que la modernité, enfin, tu vois, dans les années 60, c'était des immeubles en béton qui ont fait des ghettos aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut faire attention. Tu vois, l'Afrique subsaharienne, grise, tu vois, elle veut du béton, elle veut des baies vitrées, elle veut de la clim. Et bon, il faut être un peu raisonnable, je veux dire. Alors chacun fait son parcours, hein, il y a pas de problème, mais avec des territoires comme ici où il y a, on va dire, cette culture qui aspire à la modernité africaine, on va dire des pays du sud et qu'en même temps on a les pays du nord qui habitent ici et régissent un peu le territoire, il y a moyen d'essayer de prendre des raccourcis. Voilà, c'est ce qu'un peu on espère. En tout cas, elle est bon. Moi, c'est exactement pour ça que je suis là, aujourd'hui sur l'île, hein. Non pas tant pour, amener des choses à Mayotte que pour me dire en quoi est-ce que le contexte là, singulier de Mayotte, il était déjà singulier, mais aussi post-crise là, post-Chido, peut aussi nous apprendre, alors sans doute pas dans comment on construit à Mayotte et comment on pourrait construire ailleurs, mais quels sont les chemins pour trouver. D'ailleurs, en quoi est-ce que la contrainte là-dessus, fait prendre ou pas, un certain nombre de chemins qui peuvent nous informer. Donc, plutôt apprendre de Mayotte que l'inverse, hein. Ah ouais, la Mayotte est un laboratoire à ciel ouvert. Tu vois, le grand sujet populaire, c'est l'immigration. Et oui, on a beaucoup d'immigration. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont pas de papiers. Oui, il y a beaucoup de gens qui habitent dans des conditions insalubres, avec ou sans papier. Qu'est-ce qu'on en fait à Mayotte? Que dalle. C'est-à-dire moi, en fait, avant d'arriver à Mayotte, j'ai fait beaucoup de projets d'hébergement d'urgence, notamment pour la ville de Paris, dont un projet assez emblématique en 2016, le centre humanitaire Porte de la Chapelle, où comme je l'évoquais juste avant, la nécessité, c'est-à-dire Anne Hidalgo m'appelle, me dit: «Il me faut un truc dans 2 mois, j'ai 100 personnes qui arrivent tous les jours, ils dorment sur les trottoirs, vas-y, fais quelque chose». Et ben, j'ai fait une structure gonflable dans laquelle j'ai mis des volumes. J'ai fait jurisprudence là-dessus, c'était interdit avant. J'ai fait un centre de soins en conteneur maritime transformé. J'ai fait des chambres en ossature bois. En fait, toutes les entreprises bois de France se sont mobilisés pendant l'été au lieu de partir en vacances pour construire ça et j'ai mis en œuvre de l'échafaudage et des toiles tendues. Que des techniques que, on va dire, dans le mode classique de la fabrique urbaine, on n'arrive pas à mettre en œuvre. Bah là, on a pu les mettre en œuvre, c'était adapté et la nécessité a fait qu'on a pu se trouver des réponses au plus juste. Je fais ça, je fais plein de projets, je transforme des garages en centres d'hébergement, je fais du plan grand froid, et cetera. Et c'est un peu aussi pour ça, moi, que je suis venu à Mayotte. Je me dis: «Putain, s'il y a bien un endroit où il y Pas a pour le plan besoin». grand froid, Non, mais pour, l'hébergement bien d'urgence, sûr. quoi. Je me dis: «Putain, s'il y a bien un endroit où il faut, héberger des gens, avec papier, sans papier, des mineurs isolés, des femmes en galère, je veux dire, c'est bien ici». Et ben, ça fait 6 ans que je suis là, j'ai pas sorti un seul projet là-dessus. Alors que j'étais hyper spécialisé, à faire vite, à faire bien, à faire, en fait, ici, la filière de l'hébergement d'urgence n'existe pas. Bon, voilà. Il y a pas assez d'ONG, il y a une volonté politique locale qui ne le veut pas, mais aussi parce qu'elle le connaît pas. C'est-à-dire, il nous manque toute l'ingénierie. Les ONG en France, elles savent faire, hein. Emmaüs Solidarité, Aurore, pour citer, celles à Paris avec lesquelles j'ai travaillé, savent faire. Ils savent, mobiliser de l'argent, ils savent gérer les lieux, ils savent tout faire et en fait, ici, on n'a pas ces structures, alors que l'argent, il existe, il pourrait être capté et du coup, ces projets ne se font pas. Et Moi, ça me et rend dingue on tous parle de les dizaines de milliers de parle ménages. de presque 100 000 Voilà. personnes, quoi, tu vois? À Mayotte, qui devraient être prises en charge par de l'hébergement, sous plein de formes,
Tu vois? C'est ça l'idée. En fait, il suffit pas de faire un village relais ou un bidule. Si tu veux, affronter ce sujet, tu es obligé de mettre en place toute la filière. Donc ça va aller du centre d'accueil pour les mineurs isolés, au truc pour les personnes en situation de handicap, au CADA pour les personnes qui sont en statut réfugié, au l'hébergement d'urgence pour les gens qui sont se faire expulser. Enfin, il y a toute une chaîne de lieux. En fait, ça sert à rien d'en faire juste un. Et tant qu'on n'aura pas toute cette chaîne qui commencera à se mettre en place, on ne pourra pas. Et de la production de logements. Et de la production du logement, hein, la Fondation Abbé Pierre le dit toujours, logement pour tous et tout, bien Alors sûr. Parce que et Sylvia, Fray et Arapa, ont dû te le partager. Ils ont fait, plus de 2000 enquêtes. Ils ont bien vu, hein, que dans les bidonvilles, il y a un tiers de Français, un tiers de titres et un tiers de gens sans titre. Bon, donc il y a quand même la moitié des gens bidonvilles qui devraient être dans des logements. Mmh. Et ça représente 20 ou 25 000 logements. Aujourd'hui, on n'arrive pas à produire 500 logements par an. Donc on fait comment? Je sais pas. Donc après, le premier ministre ou d'autres, à un moment te lâchent: «Ouais, on va ramener des modulaires». La Fédération française du bois dit aussi: «On a des modules qu'on avait mis en place pour Haïti, anticyclonique et tout, on peut les envoyer». Sauf que la difficulté à Mayotte, c'est le foncier. C'est qu'en fait, tu peux pas venir faire un champ de boîtes d'allumettes comme, en Afrique du Il Sud, y a il faire y a des pas de années. terrain plat de Il y a toute pas de façon. terrain, quoi. Donc en fait, tu es obligé toujours de faire des projets très contextuels. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire du préfa et du modulaire. Mais là, je reboucle sur ce que j'évoquais avant, faut créer de la plus-value locale, faut créer de l'économie. Donc si c'est ramener plein de conteneurs avec des modules, c'est un peu dommage. Alors on va explorer ça, avec toi. On a commencé à le faire avec d'autres acteurs, c'est-à-dire quelles sont les bonnes voies d'ailleurs, il y en a sans doute pas qu'une, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'impasses, hein, sur ces voies, d'une montée en puissance de la construction. Ça pose de toute manière plein de questions en termes d'organisation, aussi de la production et cetera et cetera. Et peut-être que pour atterrir sur notre conversation, revenir au début, c'est-à-dire, un peu la Libye pour moi, pour revenir ici, c'est un choc physique, un choc personnel aussi pour beaucoup. C'est Chido, c'est le cyclone. Hem, Toi, en tant qu'habitant, mais aussi et surtout praticien, de l'acte de construire, qu'est-ce que ce choc-là t'a appris? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que quoi ça a pu te surprendre éventuellement, Alors moi, la première chose, c'est que j'ai des enfants qui ont 15 et 17 ans. Je suis bien content d'être parti il y a 6 mois. Parce que les écoles, elles réouvrent pas. Ça fait 5 ans, ils ont fait 5 ans ici au collège et au lycée, mes enfants, ce qui est carrément atypique. En général, les gens, de classe, moyenne et élevée, ils partent quand leurs enfants rentrent au collège. Moi, avec Sylvia, on est à contre-courant. Donc je suis content d'être parti parce que les écoles reprennent pas, que c'est autant le bordel, qu'il y a autant d'absentéisme. Donc voilà, ça, c'est une première chose personnelle. La deuxième, le grand choc, c'est la nature. Ce qui a pris le plus cher du cyclone, c'est la nature. Alors oui, la nature, elle est résiliente, c'est vrai. Mais en fait, depuis 30 ans, on a quand même importé plein d'espèces, de l'acacia mongium pour que ça aille plus vite. Il y a beaucoup de tulipiers du Gabon. Chez moi, derrière chez moi, là, au Mont-Combani, il y a les canneliers, il y a la vigne marronne. En fait, j'ai peur que la nature, elle se refasse avec ces espèces envahissantes qui vont prendre le dessus sur toutes les essences qui avaient mis 50 ans à faire une forêt équilibrée. voilà. Donc moi, pour moi, là, il y a un vrai sujet. Premier sujet, c'est la nature et on n'en parle pas beaucoup et j'espère qu'il y en a qui vont se pencher dessus. Dans la forêt, il faut couper, il faut replanter, il faut gérer, il faut faire des coupes, faut tailler pour que la forêt, elle soit raisonnable et qu'elle continue à retenir l'eau, qu'elle soit un réservoir de biodiversité, qu'elle soit un piège à carbone, Qu'elles qu'elle ait tiennent son les rôle, sols et cetera et qu'elle cetera. voilà, qu'elle ait un filtre et que du coup, elle nous donne de l'eau aussi. Bon, donne de l'eau. Je vais pas y aller, tout de suite. Donc le 1er truc, c'est le contexte social où, je dis: «C'est la galère, l'école réouvre pas, les entreprises ont du mal à reprendre». Le deuxième grand truc, c'est, la nature. Après, le troisième, moi j'ai livré des bâtiments l'année dernière dont les toits sont envolés. Ça me rend dingue. Franchement, j'appelle mes entreprises et mes bureaux d'études, ils me disent: «Ouais, mais en fait la norme elle était à 30 mètres secondes, pour le vent, plus les coefficients et les machins, ça nous amène à 180 km/h. Là, on a des vents à 250, c'est normal que ça s'envole». Voilà ce qu'on me répond. Je dis: «Mais vous êtes vraiment des branquignoles», tu vois?
Moi, j'ai construit plein de trucs dans mon gîte, parce que je gère un gîte, je sais pas si j'ai dit, Non. en haut du mont Combani, je gère un gîte. J'ai construit plein de trucs dans une plateforme à 8 mètres de haut, au-dessus d'un arbre et tout. J'ai construit en bois et tout, elle a tenu, hein. Je veux dire, ouais, ça me fait craquer, quoi, ces bureaux d'études qui vont au minimum de la norme, ces entreprises qui vont au minimum, qui te mettent pas assez de tire-fond pour tenir ta Alors il y a aussi toiture. beaucoup de recours sur, les savoir-faire et je mets dans les savoir-faire, Je suis sur moyennement le d'accord sur le avec ça. chantier, mais aussi sur le Je suis contrôle, mais moyennement aussi sur ouais, l'ingénierie. je pense que c'est surtout des économies de bout de chandelle, Ouais. plus que du savoir-faire. Un couvreur, il sait. Une entreprise, de charpente, d'ossature bois, elle sait, tu vois? Sauf que, comme le maître d'ouvrage, il tire toujours les prix, parce que c'est trop cher ici, parce que les matériaux sont importés, parce que la main-d'œuvre est chère, et cetera. Les factures sont tellement chères on essaie de faire des économies de bout de chandelle partout et ben, du coup, ça fait qu'il y a une vis sur le toit qui est pas fixée, que ta tôle de rive, elle est pas bien fixée, que tu as pas de planche sous ta faîtière. Et du coup, c'est là que le vent, il prend. Donc on dit il y a beaucoup de gens, ils disent: «C'est un problème de savoir-faire». Moi, je suis pas sûr. Voilà. Moi, je pense que c'est un problème économique qui fait qu'on prend les entreprises moins chères qui, pour tenir leur budget, sont obligés un peu de bricoler. Donc moi, je crois que c'est plutôt un problème d'économie à droite-gauche, Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est intéressant de tu recentrer le vois? débat parce que et c'est pas non plus, en tout cas, pas non plus que l'hypothèse d'un mauvais calage de la norme, Non, hein. par contre, la norme du vent, elle va être réajustée. 30 mètres secondes, pas suffisant. Mmh. Parce qu'on n'avait pas pris de cyclone depuis longtemps. À La Réunion, ils ont une norme supérieure. Là, ça va être réajusté, donc il faut réajuster la norme. Il faut réajuster les économies de projet. Malheureusement, on n'en a pas les moyens parce que c'est déjà tellement cher. Mmh. Et après, il y a aussi une difficulté ici, c'est l'approvisionnement. L'approvisionnement de pièces spécifiques. Tu vois, le bon tire-fond assez long, tu vois, le speed béton Oui, parce qu'on parle qui en fait pas général des 80 mais matériaux et cetera, mais non, la mais quincaillerie, c'est c'est un la vrai sujet. quincaillerie, le sujet, c'est Mmh. les accroches, tu vois? C'est des bonnes équerres, c'est des, tu vois, les spids pour, ancrer une charpente dans le chaînage, souvent, ils te mettent des spids de 80, de 8 centimètres. Tu es obligé d'avoir des spids au moins 150 ou de 200 et il y en a pas au magasin. Donc au bout d'un moment, ton chantier, il faut qu'il avance, hein. Donc tu mets des spics de 80, voilà. Il faut pas s'étonner Et après la charpente s'envole et parce la qu'elle est charpente s'envole elle est pas réellement liaisonnée au parce qu'elle chaînage. est pas liaisonnée au bâtiment. Donc moi, pour moi, c'est plus un problème d'économie de projet, d'approvisionnement de pièces spécifiques, éventuellement de contrôle. OK, sauf qu'aujourd'hui, si tu veux contrôler, tu sais qu'il y a pas de speed de 200. Donc l'entreprise, elle va dire: «Bon, je fais quoi?» Ton maître d'ouvrage, il veut que le chantier, il avance. Et donc on retrouve une responsabilité collective. Allez, tout à fait. On a oublié, Elle est complètement collective. que ça pouvait arriver. On le savait, hein, c'est écrit. Heu, c'est déjà arrivé. Il y a déjà eu un choc, hein, qui a eu des effets d'ailleurs sur les modes constructifs en 84 avec le cyclone Kamissi. Bon, ben là, on s'en reprend un. Il va bien falloir apprendre. Ouais, Changement d'échelle, mais aussi, une forme de mise à plat, hein, de toute la chaîne de valeur, de la construction. et pour se le permettre, il faut des changements radicaux. Si on continue comme ça, à construire en parpaing, en béton et qu'on n'a pas assez de gravier et qu'on n'a pas aujourd'hui, la couverture, c'est que de la tôle. C'est-à-dire, on peut couvrir en autre chose que de la tôle. Tu vas en France, il y a plein de sortes de couvertures. Des tuiles, on peut avoir un four ici pour cuire la terre. Il y a pas un four à Mayotte, quoi, pour faire des tuiles. On peut faire des tuiles, hein. En cyclone, les tuiles, ça marche bien, hein. Les tuiles, elles partent et tout le reste reste. Tu vois, des tuiles, des bardeaux, ça, c'est aussi un sujet que je recoupe avec la forêt qui est tombée. Ouais. Aujourd'hui, tous les bois, ils sont en train de pourrir, hein. Aujourd'hui, tous les bois, ils sont en train de pourrir. Donc, il y a des gens, à raison, qui disent, il faut ramener des scieries mobiles. Moi, je dis: «Oui, mais non». En fait, on ne sait pas sortir les bois de la forêt, tu vois? Si tu veux, envoyer, du madrier, tu vois? Madrier, c'est, 8-23, tu vois? En 6 mètres de long. Tu peux pas aller sortir les bouts de bois de la forêt. Tu es obligé d'avoir des griffes, des Oui, parce que tractos, ça, des c'est un élément qu'on oublie beaucoup, notamment sur les hypothèses de préfa, et cetera. C'est que la question des moyens de levage, de la bah, ouais, mécanisation, elle est critique. levage, stockage, donc
une des hypothèses qu'on avance avec l'assaut et avec l'ARAPA, c'est de dire les bois tombés, on peut aller en forêt, à la tronçonneuse, couper des tronçons de 80 et fendre pour faire du bardeau. Et ça, c'est possible en fait. Le bardeau, donc, des formes de tuiles plates en bois, Ouais, hein, en bois, qui se faisait à l'époque, qui se fait avec du manguier, qui voilà, se fait avec du notamment avec le cocotier. manguier, Bah ouais, voilà, et qui peut être utilisé à la fois en toiture, voire même en façade, ouais, hein. carrément. Et moi, je suis persuadé que c'est en trouvant des techniques comme ça, qui vont utiliser des matériaux locaux, qui vont du coup diminuer l'impact économique sur le projet, augmenter l'impact économique sur la population, qu'on arrivera à se payer des tire-fonds Alors, et des spits qui font 100. diminuer l'impact économique, encore faut-il, sortir de l'étape, de l'expérimentation, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, toi, dans ces techniques redistributives, Aujourd'hui, elles sont aussi chères que le marché. Mais si on les développe, qu'on prend des échelles plus importantes, ça deviendra moins cher. mais donc tout l'enjeu, c'est de faire quelque part des choix de quelques filières de façon à réellement les déployer. Ouais. Et parce que quand on parle d'impact économique, on parle que d'impact économique de la facture d'aujourd'hui. Si on parlait, si on considérait l'impact écologique et toutes ces répercussions économiques, tu vois, il y a un moment où la balance, elle penche en faveur Coût d'utiliser des global, coût matières. environnemental, et Bah cetera. oui, Mais c'est vrai que ce serait intéressant aussi d'évaluer les projets et notamment s'il y a une masse de projets qui émergent, hein, post-Chido, les évaluer sur une entrée, redistributive. C'est-à-dire, bah, sur 100, du coût du projet, combien reste sur l'île? ouais, carrément, Combien on crée d'emplois? Combien, et cetera, avec carrément. des effets d'entraînement puisque là, mettre à un moment, de l'emploi sur l'île, qui en manque, pour le coup terriblement, hein, et notamment de l'emploi salarié de ce type-là. C'est des savoir-faire, c'est évidemment des impacts sociaux, mais c'est aussi, une redistribution globale sur l'ensemble de la chaîne économique, quoi. Tu l'as dit un peu rapidement, le bien évidemment des impacts sociaux. Ouais, Parce vas-y. qu'aujourd'hui, rappelons-le, à Mayotte, on a une jeunesse désœuvrée qui fout le bordel, hein. On oublie, on n'en parle plus trop depuis Chido. Mais je veux dire, ici, la galère du quotidien, c'est les barrages de mineurs, délinquants, comme ils disent. Nos futurs, on ne sait pas quoi faire, on vous dépouille. Et donc, l'impact social de il y a des filières, il y a du boulot et vous pouvez travailler et vous pouvez avoir une maison et une famille, à mon avis, il est hyper important pour, redonner une dynamique, constructive à Mayotte. Il est central, c'est peut-être le cœur du sujet. La question, c'est justement comment on aligne, la construction là-dessus, pas que sur son rôle en termes d'habiter et cetera, mais son rôle économique et social. Exactement. Je pense qu'il faudrait qu'on y passe une petite journée là, pour faire le tour.